parce que moi, j'y croyais pas du tout. Le Québec et le Canada, c'est tellement mieux! Les Québécois pouvaient tourner le dos au Canada. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi qui va arriver demain? Nous sommes une région frontalière, mon cher monsieur. On est capable d'aller plus loin que ça, les jeunes. On n'est pas tous des tweets. 50-50. Ça baissait, ça baissait, ça baissait. Là, j'ai dit, wow, ça va s'arrêter, cette affaire-là? Là? On tenait notre souffle. C'est l'option du non qui remportera ce référendum. On a ouvert la bouteille de champagne. C'est une majorité de Québécois. Écoutez, moi, ce pays-là, j'y ai touché ce soir-là. Je l'ai vu. Ici Daniel Bouchard, bienvenue à cette émission spéciale. Il y a 25 ans, le 30 octobre 1995, le Québec était profondément déchiré, presque parfaitement divisé en deux sur la question de la souveraineté. Imaginez, au terme du scrutin le plus serré de son histoire contemporaine, les Québécois ont voté à 50,58 % contre l'idée de devenir indépendant du Canada, alors que 49,42 % se sont prononcés en faveur. C'est à peine 54 000 voix de différence sur un total de plus de 4 600 000 votes exprimés. Dans le reportage qui suit, nous faisons un retour sur cette campagne référendaire historique, particulièrement en Outaouais, une région à la frontière entre l'Ontario et le Québec, une région où les enjeux étaient cruciaux, notamment avec les milliers d'emplois du fédéral sur son territoire. Retour sur une année de passion et de tension. Les souverainistes ont retrouvé le pouvoir à Québec, dans leur capitale, ici, ce soir. 12 septembre 1994, le Parti québécois prend le pouvoir au Québec. On voyait que c'était le début de la grande marche vers la souveraineté. Jacques Parizeau est clair, il y aura un référendum dès 1995. Voulons-nous devenir un peuple normal dans un pays qui y appartient? Je ne pouvais pas concevoir qu'on traverserait le pont dans un pays distinct. Là. Des intentions d'entrée de jeu qui n'inquiéteront pas trop les fédéralistes. Le référendum, on le craignait. Les résultats, disons qu'on les craignait moins. On sentait de la part du gouvernement chrétien une très grande assurance que jamais les Québécois allaient tourner le dos au Canada, que jamais les Québécois allaient choisir la voie de l'indépendance. Une assurance au terme de 15 ans de débats politiques et de désillusions. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Le 20 mai 80, c'est le premier référendum sur l'indépendance du Québec. Le non l'emporte avec 60 % des voix. Or, quelques jours avant le scrutin, Pierre-Éliott Trudeau avait promis de renouveler le fédéralisme si la souveraineté était rejetée. Nous voulons du changement, nous mettons nos sièges en jeu pour avoir du changement. Le changement, ce sera le rapatriement de la Constitution canadienne. À rompre ce dernier lien colonial. Un rapatriement unilatéral sans l'accord du Québec. La seule province à majorité francophone voulait un partage des pouvoirs dans la fédération qui lui permettrait de protéger son caractère distinct. S'amorce alors des années de pourparlers constitutionnels pour rallier le Québec. Le premier ministre Mulroney a quitté son bureau du Parlement. Des années ponctuées d'échecs Sad day for Canada. qui mèneront entre autres à la création du Bloc québécois. Le Québec à Ottawa. Mais alors le vrai Québec. Un parti souverainiste à Ottawa qui fera élire 54 députés en 93 pour devenir l'opposition officielle. À tous les militants et militantes du Bloc québécois, je dis merci et bravo. Un parti mené par l'ancien ministre conservateur fédéral, Lucien Bouchard. Et on se disait, les Québécois vont rester dans le Canada. On leur a imposé une constitution, on leur a enfoncé dans la gorge, puis pourtant l'appui au fédéralisme est toujours aussi important. J'ai l'honneur de déposer ce matin 3 documents. Malgré tout, 3 mois après son élection, le Parti québécois confirme son intention. Des commissions consultatives régionales feront le tour du Québec. Imaginez-vous le ridicule de la situation. On me demande à moi, Jean Chrétien, de participer à l'élaboration de la déclaration d'indépendance du Québec. Si c'est pas le ridicule
absolue. Notre rôle était clair, c'était d'écouter ce que les gens de l'Outaouais avaient à dire. En Outaouais, le choix des membres de la commission est à peine commencé que déjà la controverse fait rage. On avait sauté ça d'eau. Se sentant écarté de la commission, le préfet de la MRC Papineau dénonce la nomination des 2 vice-présidentes, dont la représentante du réseau des femmes d'affaires. Il est en maudit de ne pas avoir été nommé. En plus d'insinuer que les dés étaient pipés d'avance pour la cause souverainiste, Mario Laframboise se demande si l'on recherchait des gens du type « Sois belle et tais-toi ». C'était réducteur pour les 2 personnes que le premier ministre du Québec, Jacques Parizeau, venait de nommer. Il s'est excusé parce que nous, on avait réagi, Martine et moi, et quiconque nous connaissait dans nos milieux réciproques savait qu'on n'était pas ni une ni l'autre du style « Sois belle et tais-toi ». Tout le monde le savait. Là, je n'étais pas dans mon entourage. Je pratiquais dans un bureau qui était réputé comme un bureau de libéraux, si tu veux. J'avais travaillé à des campagnes électorales de députés provinciaux libéraux. Fait que, tu sais, moi, de me faire dire qu'on était toute une gang de péquistes, puis souvent, ça venait des libéraux eux-mêmes, parce que, dans le fond, leur jeu, c'était de discréditer la commission de Jacques Parizeau. Pour plusieurs en Outaouais, l'éventualité d'un Québec souverain est source d'anxiété. C'était la région où les peurs étaient les plus développées. L'Outaouais est à la frontière avec l'Ontario, tout près de la capitale du pays, Ottawa. Or, à Hull, près de 25 000 employés dépendent du fédéral. 42 000 travailleurs québécois traversent les ponts chaque jour pour travailler à Ottawa. 20 000 Ottaviens font le chemin inverse. Il va falloir à un moment donné qu'une nation industrielle se lève et dise « assez, c'est assez ». 6 février 1995, première audience en Outaouais, à Papineauville. Le maire est favorable à la souveraineté, mais souhaite une reconnaissance spéciale pour la région. Dans un Québec souverain, l'Outaouais a tout à gagner, mais aussi tout à perdre. Pourquoi c'est inacceptable? Pour l'Outaouais urbain. Nous sommes une région frontalière, mon cher monsieur, avec les dépendances et l'interdépendance du côté ontarien. Qu'on aime ça ou non? Plus à l'ouest, à Aylmer, le débat sera plus vif. Ce qu'on dit, le projet de loi, tel que rédigé, et regardez bien, c'est bien marqué tel que rédigé, ne garantit rien pour la région frontalière. Nous demandons des garanties. Les gens de l'Outaouais ne voulaient pas être considérés comme ne faisant pas partie du Québec. Ils se sont dit, si les Québécoises et Québécois prennent cette décision-là, on va devoir vivre avec, là, mais nous, on a besoin de garanties sur les fonctionnaires fédéraux, sur la fluidité de la frontière. Ce qui ressortait là, du lot, c'était toujours ça. C'est quoi les garanties? Dans le Pontiac, une région réputée fédéraliste, la commission est accueillie par le Haut-Canada. Ce que je me souviens surtout, c'est que moi, je passais souvent par Pontiac pour aller à Montémiscamingue natal. Et à partir d'Aylmer, chaque poteau de téléphone et d'électricité avait un drapeau canadien. Les anglophones, qui représentent 40 % de la population du Pontiac, craignent pour leur avenir. Le droit des minorités anglaises au Québec vont être dans la Constitution éventuelle du Québec. On les a mis, les doléances des gens du Pontiac. C'était quoi leur crainte? L'enjeu est de taille pour les Hulois et les Huloises, et nous sommes la ville au Québec qui sera le plus affectée aux plans économiques. Le maire de Hull fera tout un plaidoyer contre l'indépendance. Qu'adviendra-t-il des fonctionnaires fédéraux qui résident à Hull? Seraient-ils intégrés à la fonction publique québécoise? Advenant le cas, pourraient-ils tous travailler à Hull? Le maire évalue que les taxes à Hull augmenteraient de 40 % advenant l'indépendance. Les gens qui, présentement, pensent peut-être que Hull est l'enfant gâté du fédéral. Effectivement, notre économie est tributaire. Mais qu'adviendrait-il ou quelle serait la réaction des gens de Québec si on leur indiquait que l'ensemble de leur fonction publique serait déménagé dans une autre ville du Québec? On a eu toute une flopée d'arguments qui visait à susciter la peur. Et d'ailleurs, ça a amené le premier ministre Parizeau à faire une promesse formelle à l'égard des fonctionnaires fédéraux, à l'effet que la région de Hull deviendrait une espèce de pôle administratif pour le gouvernement du Québec. Yves Ducharme avait en mémoire le référendum de 1980. PQ a coûté cher à la région parce que les gens quittaient vers l'Ontario, les gens n'investissaient plus aussi massivement du côté de Hull et du côté québécois. Les gens avaient peur de la séparation. T'as gars, j'ai déjà vu ça. Dans un Québec souverain, c'est pas sorcier. Ce qu'on vous demande, c'est le minimum pour maintenir notre niveau actuel.
On vous demande pas de bâtir notre prospérité, c'est à nous autres à la faire. Même le souverainiste Emmanuel Marcotte tenait à être rassuré. Maintenez dans l'Outaouais le même niveau d'emploi que présentement. Vous déménagerez des ministères si vous voulez, là. Il y a un paquet de nouveaux ministères, on les installera ici plutôt que de les installer n'importe où ailleurs au Québec. À Buckingham, les jeunes souverainistes vont se faire entendre. Moi, je pense que dans l'Outaouais, on aurait tout à gagner pour nous autres, les jeunes, de nous donner ce défi-là, de nous donner l'occasion d'être enthousiastes pour quelque chose d'autre que de l'argent puis des beaux chars. Là. On est capable d'aller plus loin que ça, les jeunes. On n'est pas tous des tweets. Ah, on dit on veut pas se promener avec des beaux chars. C'est pas une question de belle voiture, c'est pas l'économie, c'est la culture. C'est le vivre ensemble dans un pays souverain où on pourra parler notre langue. Mais rien de très concret au niveau économique. Aucun souci sur l'impact. Au retour, le camp du oui ajuste sa stratégie, le vent tourne, les fédéralistes vont réagir. Et là, il fallait montrer que les deux communautés étaient tissées serrées. Le négociateur en chef des Québécois, M. Lucien Bouchard. À 3 semaines du référendum, devant des sondages défavorables, les souverainistes tentent le grand coup. Oui, on va gagner! Oui, on va gagner! Dorénavant, c'est le chef du Bloc, très populaire au Québec, qui sera la tête d'affiche de la campagne souverainiste. Il devrait savoir qu'à 3 semaines du 30 octobre, rien n'est fini, que tout commence et que nous allons le remporter le 30 octobre. Françoise Boivin était sur place pour représenter la Commission sur l'avenir du Québec. J'étais là, moi. Le chef s'est mis de côté au bénéfice de sa cause. Avec le cerveau de Parizeau, puis le charisme de Bouchard, ben là, tu te fais un cocktail. Le moment où c'est arrivé, moi, j'y croyais pas du tout. J'ai dit, écoutez, ils ont donné un autre titre à Lucien Bouchard, so what? Que va-t-il être capable de faire? Et il reste 3 semaines. C'est comme changer de coach dans les finales de la Coupe Stanley. Je l'ai sous-estimé. Parce que moi, j'y croyais pas du tout. Et ça n'a pas pris de temps. Dans l'espace de quelques jours, on voyait que tout était en train de changer. Et là, on a pris conscience pour la toute première fois du fait que oui, les Québécois pouvaient tourner le dos au Canada. La remontée des souverainistes force les fédéralistes à mettre les bouchées doubles. Je me suis mis à faire du porte-à-porte. J'ai fait des discours, j'en ai fait à Verdun, j'en ai fait à Gatineau, j'en ai fait ici et là. Je me suis mis à faire du porte-à-porte à Saint-Janvier, du terrain absolument infertile pour les fédéralistes. Et là, on frappe sur 10 portes, et puis il y en a 7 qui ne sont pas de notre côté, ou des chiffres du genre. Lorsqu'on sent que ça va mal, et vraiment mal. Inquiet, au point d'être frappé par la maladie. Je suis allé voir un médecin, puis on m'a dit, vous avez un mal de tête? Oui. Est-ce que c'est différent d'un mal de tête ordinaire? Oui. Ça vous pique quelque part, par hasard? Oui. Vous enlevez votre chemise, vous avez un zona. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vous dérange beaucoup? Avez-vous, par exemple, des problèmes familiaux, mariage? Je lui ai dit, docteur, mon pays, de toute évidence, ou d'apparence en tout cas, il semble qu'il est en train de se scinder en 3. Et je suis ministre, et vous vous demandez s'il y a quelque chose qui me préoccupe. Préoccupé par la tournure des événements, le camp du non passe à l'offensive. Tout ça a commencé avec une idée de Brian Tobin, le ministre Brian Tobin. L'idée, organiser un grand rendez-vous, un message d'amour aux Québécois venant des 4 coins du pays. Faire un arrangement de quelque sorte pour que les gens puissent se rendre à Montréal en avion à des prix escomptés, quelque chose de même. Je dis, pour ma part, moi, je pense que je n'aurais pas de difficulté à avoir quelques autobus de venir de ma circonscription. We want a bus! We want a bus! Plus de 2000 résidents de l'Est de l'Ontario se rendront à Montréal. Environ 8000 d'Ottawa et de l'Outaouais, plusieurs avec la bénédiction de leur employeur, dont des fonctionnaires. Le patron nous a dit qu'on pouvait prendre la journée de congé, qui insistait. Mon salaire va être couvert, c'est bien évident. Ils nous ont donné la journée off pour pouvoir aller à ce rallye-là. À ce moment-là, j'étais absolument convaincu qu'on avait violé la loi québécoise sur les consultations populaires, qu'on avait engagé dans la bataille pour le camp du non des sommes qui n'ont jamais été comptabilisées et qui ne pourraient jamais être comptabilisées. J'ai pris conscience de l'ampleur de la logistique qui avait été déployée pour essayer de faire basculer les choses. Des dizaines de milliers de personnes manifestent leur amour du pays uni à la place du Canada. Le Québec
et le Canada, c'est tellement mieux! L'heure des choix approche et à 24 heures du référendum, l'Outaouais est le théâtre d'un grand rassemblement. Dans un geste symbolique d'unité nationale, les troupes fédéralistes traversent le pont Alexandra d'Ottawa vers Hull. Fédéralistes du Québec et de l'Ontario, menés par les maires des deux villes, disent non à la souveraineté. On n'est pas divisé par la rivière, on est unis par nos ponts. Et là, il fallait montrer que les deux communautés étaient tissées serrées. Il y avait une symbolique forte, là, mais lorsqu'on voit les images, qu'on voit les gens scander « non », mais encore. Je trouve que ça traduit une certaine fermeture. Non, non à quoi? Non à l'indépendance? Non au Québec? Qu'est-ce qui va venir après? Au retour, la course est très serrée, la tension monte. Ça baissait, ça baissait, ça baissait. Là, j'ai dit, wow, ça va s'arrêter, cette affaire-là? Là? C'est maintenant qu'on va connaître la décision du Québec. Je vous invite à nous suivre. 30 octobre 1995, c'est le grand jour. Moi, j'étais convaincu le matin du référendum qu'on le gagnait. Vous en avez les papillons, là? Les Québécois ont voté. Le suspense est grand. Vous savez, tout le monde y a mis beaucoup de cœur. On retenait notre souffle. Nous ne voulons pas être distincts, nous voulons être souverains. En soirée, le oui à la souveraineté est en avance. Les fédéralistes sont inquiets. Pour employer une bonne expression, j'avais la chienne. J'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi qui va arriver demain? Je regarde tout ça. C'est sûr qu'on se demande, est-ce qu'un jour on aura expliqué à nos enfants et nos petits-enfants où est-ce que j'étais le jour où c'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait pour sauver mon pays? Fait que ces questions-là nous viennent à la tête, c'est normal. Et ça m'est arrivé. Ouais. Le oui à 56 %, 44 pour le non. Les souverainistes jubilent. Les gens sautaient de joie à l'entrée du local. Et je me disais, mais qu'est-ce que vous avez? Alors, ils m'ont dit, on est à 56 % en faveur du oui. À 56 %. L'écart entre le oui et le non, c'est 1,4 points seulement. Mais graduellement, le vent tourne. Ça baissait, ça baissait, ça baissait. Là, j'ai dit, wow, ça va s'arrêter, cette affaire-là? Là? Tard en soirée, on annonce la victoire pour le camp du non. Que c'est l'option du non qui remportera ce référendum. Mais j'ai trouvé ça difficile de voir être ici en avant, tung, 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 tung. On a ouvert la bouteille de champagne. On a été heureux, contents. En Outaouais, c'est la fête chez les fédéralistes. Chez les souverainistes, c'est le calme plat, mais on refuse d'abdiquer. Le Québec est en marche vers sa destinée. C'est tout à fait normal qu'un peuple aspire devenir un pays. Et où on le fait dans le système, où on le fera lors du prochain rendez-vous référendaire. Hey, si vous voulez, là, on va cesser de parler des francophones du Québec, voulez-vous? On va parler de nous. À 60 %, on a voté pour. Le discours de Jacques Parizeau ne laissera personne indifférent. C'est vrai qu'on a été battu, au fond, par quoi? Par l'argent et des votes ethniques, essentiellement. J'ai tiqué, comme on dit en français. J'ai fait la grimace. Quand on a entendu ça, puis on a fait « J'ai-tu bien entendu? » D'aller dire cette phrase-là, ça a fait mal. Ça lui a fait mal, ça a fait mal au PQ. C'est la catégorisation du Québécois. C'est qui un Québécois, puis c'est quoi un Québécois? Je suis de ceux qui pensent que toute vérité est bonne à dire. Tout est dans la façon. Je comprenais que si j'étais italien et que j'avais voté oui, je comprenais que si j'étais haïtien et que j'avais voté oui, je comprenais que si j'étais sri-lankais et que j'avais voté oui, j'étais, d'une certaine façon, mis au banc ce soir-là dans le discours du premier ministre. Je ne pense pas que c'était son intention. Mais je pense que certains ont pu se sentir comme ça. Ce soir-là, j'ai remis en doute, est-ce que tout ce travail-là qu'on s'est tapé, les audiences, etc., est-ce qu'il y avait réellement leur importance pour ceux qui décidaient en haut? Là, la prochaine fois, quelqu'un me poserait la question, veux-tu embarquer sur une commission? Je dirais seulement la chose suivante, tu vas faire quoi avec mon rapport? Une grande question demeure, est-ce
partie remise. Il n'y a rien d'impossible, mais si je suis encore capable de faire campagne pour garder mon pays ensemble, j'ai 70 ans, peut-être qu'un jour je vais être encore beaucoup plus âgé, mais j'irai faire du porte-à-porte avec ma canne. Écoutez, moi, ce pays-là, j'y ai touché ce soir-là. Je l'ai vu. Je pense que les Québécoises et Québécois ont toujours ce pouvoir de choisir quel avenir sera le leur. C'est la seule chose que moi, je suis prêt à lutter encore. C'est sûr. Qu'est-ce que je peux donner comme plus beau cadeau à mes enfants, à mes petits-enfants, à mes descendants, sinon de leur donner un pays? À peine 1 % d'écart entre le oui et le non, plusieurs se souviendront de cette soirée comme étant celle où l'Outaouais, qui a voté contre la souveraineté dans une proportion de 72,5 %, est presque devenue la ville frontière entre deux nouveaux pays. Une chose est certaine, pour ou contre l'indépendance du Québec, le deuxième référendum sur la souveraineté a soulevé la ferveur populaire comme jamais. Plus de 93 % des Québécois ont tenu à voter en cette journée du 30 octobre 1995. On se souviendra certes d'une journée angoissante pour les militants en faveur d'un Canada uni et d'une journée déchirante pour ceux qui souhaitaient voir naître un nouveau pays.